Bonjour à tous et bienvenue. Pour sa première visite à l'étranger depuis sa prise de pouvoir en janvier dernier, le président burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est rendu samedi au Mali avant d'atterrir aujourd'hui même en Côte d'Ivoire et ça fait l'actualité. Retour sur les liens d'amitié entre nos deux pays, reportage de Davis Oyo. C'est de tradition, les visites entre les chefs d'État burkinabés et ivoiriens. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays étroitement liés par l'histoire et par les échanges commerciaux. Ce lundi 5 septembre 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, à la tête du Burkina Faso depuis janvier, effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Cette visite du président burkinabé suscite des réactions au sein de la population ivoirienne. La visite du président burkinabé en Côte d'Ivoire va permettre de relancer, n'est-ce pas, cette coopération intense, étroite entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On essaie aussi la question de la sécurité à nos frontières. Le président de la République a pris toutes les dispositions pour que le drame que vivent nos frères burkinabés ne puisse pas s'étendre sur le territoire ivoirien. Mais cela se fait bien sûr en accord avec les services de sécurité burkinabés. Je crois bien que toutes ces questions seront abordées dans l'intérêt des deux pays. Il ne peut y avoir que de l'économie qui prospère que lorsqu'il y a la sécurité. Et je souhaite que les deux chefs d'État, effectivement, voient ce problème de la sécurité frontalière. Vous savez, le port de Côte d'Ivoire est le port naturel donc, de Burkina Faso. Donc si l'économie ivoirienne prospère, je pense que par ricochet, c'est l'économie burkinabé qui ira mieux aussi. Donc, en tous les cas, les chefs d'État qui vont se rencontrer parlent évidemment et nécessairement de l'économie entre les deux pays. Donc je pense que ça va de soi. La présence du président burkinabé matérialise des bonnes relations entre Abidjan et Ouagadougou. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est l'une des destinations favorites des ressortissants du pays des hommes intègres. Il serait au nombre de plus de 2 millions et constitue l'une des communautés étrangères la plus importante du pays. Pour mémoire, ce déplacement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, est le tout premier sur les rives de la lagune ébriée. Depuis son arrivée au pouvoir, lors d'un putsch le 24 janvier, le lieutenant-colonel Damiba n'avait pas fait de déplacement à l'étranger avant samedi dernier. Arrivé en Côte d'Ivoire dans la matinée, il s'est entretenu à la mi-journée avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Quels sont les enjeux de cette visite de travail et d'amitié? Pour en parler, je reçois le journaliste Valentin Bougueigne. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et l'historien Moritier Camara. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour. Alors, monsieur, où en est la transition au Burkina Faso, plus de 7 mois après le renversement du président Roch-Marc Christian Kaboré et la prise de pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? Merci. Je pense que le président du Faso, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a fait une adresse à la nation hier où il a quand même fait le bilan des 7 mois passés à la tête de ce pays. Et il faut remarquer que ce bilan a été plutôt marqué par des préoccupations sécuritaires, alors que dans son programme, c'était la refondation du pays qui était en marche. Et je pense que tous ces chapitres-là sont venus en séquence pour laisser la place à la question sécuritaire. Justement, effectivement, hier, il a fait une adresse à la nation et il a l'air de dire que les choses avancent. Ah oui, bon, c'est de son droit, c'est tout à fait naturel qu'ils disent que les choses vont de mieux en mieux, sinon sa présence ne se justifierait pas. Surtout quand on se remémore le fait qu'il est arrivé au pouvoir, l'un des arguments qui ont été invoqués donc, pour justifier le coup d'État, c'était justement la dégradation de la situation sécuritaire du pays. C'était fondamentalement cela. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il s'appesantisse davantage sur la question sécuritaire qui a un peu court-circuité le projet de départ qui était, comme le prof l'a dit tout à l'heure, un projet de refondation de l'État. Mais comment refonder l'État burkinabé alors que la situation sécuritaire était intenable et que près de 40% du pays était pratiquement hors contrôle de l'État? Alors, sur le plan protocolaire, monsieur, à quoi correspond finalement la visite de travail et d'amitié par rapport aux autres visites d'État qu'on a l'habitude de voir?
Sur le plan protocolaire, je pense que la plus importante des visites, c'est la visite d'État. Elle demande donc le déploiement d'un protocole beaucoup plus lourd. Ensuite, en seconde, nous avons la visite officielle. Et en troisième palier, la visite de travail et d'amitié. Et puis vient la visite privée. La visite de travail et d'amitié que le président du Faso vient de faire, c'est-à-dire il a une préoccupation précise sur laquelle il vient, et généralement, ce genre de visite ne prend pas assez de temps. C'est souvent quelques heures ou un jour au plus. Mais il vient pour des dossiers assez pointus sur lesquels il veut donc échanger avec son homologue qu'il visite. Donc on imagine aussi que la visite, comme vous le dites, est plus courte et le protocole allégé. Oui, tout à fait. Comme l'a dit le professeur tout à l'heure, au sommet des visites entre présidents d'institutions étatiques, il y a la visite d'État qui a un protocole donc bien précis, un faste et un décorum assez important, et très structuré, très méticuleux aussi dans l'organisation, au contraire des visites qui suivent, les visites notamment officielles, puis la visite de travail. D'autres disent aussi par la suite visite de travail et d'amitié. Il y a un protocole moins lourd, mais ça ne veut pas dire que la visite est pourtant moins importante. C'est juste des qualificatifs, aussi dû au fait que comme la visite ne va pas prendre trop de temps, c'est une première visite, c'est vrai. On peut estimer qu'il a mis tant de temps pour sortir parce que préoccupé justement par le rétablissement un peu d'un minimum de sécurité dans son pays avant d'effectuer des voyages à l'extérieur. Donc le fait que ce soit une visite d'amitié qui, dans l'ordre protocolaire des visites, est moins cotée que la visite d'État, n'enlève rien du tout aux enjeux de cette présence du lieutenant-colonel Damiba en Côte d'Ivoire. Alors, le lieutenant-colonel Damiba a fait le choix du Mali comme première visite à l'étranger depuis son accession au pouvoir. Pour quelles raisons, selon vous? Je pense que c'est la même raison pour laquelle il est arrivé au pouvoir, donc les questions sécuritaires. Et je crois quand il était au Mali, il a évoqué avec son homologue malien le fait qu'il souhaite que le Mali réintègre le G5 Sahel. Parce que tout ce dispositif-là a été mis pour la question malienne. Et lorsque le Mali s'est retiré, donc cette structure est presque une coquille vide. Donc je pense qu'il va quand même faire un appel de pied à son homologue, qui est un militaire comme lui et qui est confronté comme lui au même problème de sécurité et de djihadisme, de sorte qu'il puisse revenir au sein de cette institution pour pouvoir mutualiser, n'est-ce pas, les efforts pour lutter contre le djihadisme. Mais en plus du G5 Sahel, est-ce qu'il ne va pas tenter de renforcer les relations bilatérales entre le Mali et le Burkina Faso? Oui, c'est exactement cela, parce que jusque-là, le dispositif de lutte contre le terrorisme dans la région était un dispositif plutôt international, transnational, avec notamment le G5 Sahel, mais également la MINUSMA. Et puis à l'époque même, il y a eu des forces tchadiennes qui sont arrivées en renfort avant de se fondre dans la mission internationale pour la stabilisation du Mali. Donc il y a déjà le fait qu'il y avait ce cadre qui était un cadre plutôt multilatéral. Et aujourd'hui, avec justement la rupture, la rupture des relations de coopération, de partenariat militaire avec la France, cette rupture impose par exemple au Mali donc pratiquement de sortir de ces alliances traditionnelles. Le Burkina, lui, il est encore dans une alliance traditionnelle avec la France et les autres pays, notamment le Niger, où le dispositif Barkhane s'est redéployé ces derniers temps. Alors, tout ceci fait qu'avec le Mali, qui a, n'oublions pas, une frontière de plus d'1 millier de kilomètres, avec le Burkina, le Mali est devenu, avec des incursions, des groupes terroristes de part et d'autre de la frontière. Alors, donc, c'est ce qui justifie que le président, le chef de l'État, en tout cas du Burkina, réserve sa première visite donc, au Mali, plus de 1000 km de frontière, des incursions de groupes terroristes de part et d'autre de la frontière, et puis un nouvel environnement qui est fait de la rupture avec l'allié traditionnel qu'est la France et de la sortie du G5 Sahel, qui symbolisait, selon le Mali, aussi une sorte d'instrument de puissance extérieure au service donc, de la France. Alors, quelle est la nature des relations entre nos deux pays depuis l'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Damiba? Je pense que les relations sont quand même très vieilles et très bonnes. C'est vrai que
le président Houphouët-Boigny avait des relations un peu tendues avec Thomas Sankara. Le président Gbagbo, après la rébellion de 2002, a eu également quelques frictions avec Blaise Compaoré. Mais cela dit, les deux pays ont de très bonnes relations. Et depuis 2005, il y a donc ce traité d'amitié et de coopération qui donne donc lieu à l'organisation de conseils de ministres conjoints, une fois au Burkina, une fois au Mali. Et donc, vous savez que le Burkina a été créé comme colonie en 1919, dissoute en 1939 et reconstituée en 1947 avec les terres prises à la Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger. Donc, c'est le même peuple, c'est la même histoire, c'est la même tradition. Donc voilà, ce sont des relations très bonnes. Alors, vous venez nous refaire le fil historique de nos relations, mais depuis l'accession au pouvoir de Damiba, comment sont ces relations? Elles sont plus tendues? Elles sont toujours aussi cordiales? Disons que les relations au début, comme il y a eu le renversement du régime Compaoré, et puis la fuite, l'exil du président Compaoré à certains des dignitaires de son régime en Côte d'Ivoire, il y a pu naître quelques tensions, quelques suspicions et autres, déjà même avec l'ancien régime au tout début. Mais avec l'arrivée du lieutenant-colonel Damiba, je pense que la réelle politique impose à tout le moins une entente cordiale, un partenariat même renforcé avec au moins sur la question de la lutte antiterroriste, parce que c'est un sujet qui intéresse les deux peuples. Il y a eu des incursions, par exemple, terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire frontalier du Burkina, dont le Burkina et la Côte d'Ivoire sont dans une dynamique plutôt de renforcement et de renseignements militaires et des partenariats et des renseignements, de partage d'informations pour pouvoir contrer l'ennemi commun qui est l'ennemi terroriste. Oui, en effet, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire partagent une frontière de près de 600 km. Et les deux pays font face, donc, dans des proportions totalement différentes, on est bien d'accord, à des attaques dans cette zone-là. Cette rencontre doit-elle permettre de renforcer la coopération militaire entre nos deux États? Absolument. Je pense que le président Damiba a lui-même écrit un ouvrage qui est paru en 2021. Si mes souvenirs sont exacts, c'est donc les armées ouest-africaines et le terrorisme. Je pense une réponse incertaine, sinon des réponses incertaines. Donc il a lui-même établi quand même un état de lieu, un diagnostic sur ce qu'il faut faire et sur pourquoi ce qui est fait ne marche pas. Et je pense que c'est dans cette logique qu'il vient donc en Côte d'Ivoire. Et comme vous l'avez dit, nous avons une frontière commune de presque 500 km², mais qui n'est pas encore délimitée ni démarquée. C'est ça également le problème. Je pense que le ministre de la Sécurité, le général Wagongo, ici, a dit l'année passée, nous allons donc délimiter notre frontière avec le Burkina, non pas pour créer une barrière, mais pour être beaucoup plus efficace dans la lutte et la gestion, n'est-ce pas, de la sécurité de ces espaces-là. Donc je pense que ça, c'est un élément également important, parce qu'il y a, dans le nord de la Côte d'Ivoire également, des velléités d'installation de cette insécurité que nous voyons partout. Donc je pense qu'il faut mutualiser les forces à ce niveau-là pour éviter que ce qui arrive au Mali ou au Burkina ne se produise en Côte d'Ivoire. Sur le plan économique, quels sont les enjeux de cette visite? Puisque nous avons aussi des liens. Oui, les liens économiques. Pays limitrophes. Oui, bien sûr, les liens économiques sont assez forts entre les deux pays. C'est quand même, en 2021, on comptait pour près de 350 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre les deux peuples, ce qui n'est pas rien. Et le Burkina étant un peu comme le deuxième client de la Côte d'Ivoire dans la zone CEDEAO. Donc ce sont des liens assez forts avec, on l'a vu un peu dans l'élément qui est passé, les ports ivoiriens, qu'il s'agisse de celui d'Abidjan ou de celui de San Pedro, étant des débouchés plus ou moins naturels pour des produits en transit vers le Burkina ou du Burkina en destination de l'extérieur. Donc ce sont des liens assez forts et ça m'étonnerait que les questions économiques ne soient pas également au centre des entretiens que le lieutenant-colonel Damiba aura donc avec la partie ivoirienne.
sur la même question. Voilà, moi je pense que le rôle que la Côte d'Ivoire et le Burkina peuvent jouer ensemble, n'est-ce pas, dans la sous-région, s'apparente un peu au rôle que la France et l'Allemagne jouent au sein de l'Union européenne. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina sont quand même intégrés. Et je vous ai dit, ils ont donc des conseils de ministres conjoints. C'est donc un exemple d'intégration et de coopération qui a commencé à faire tache d'huile ailleurs. Et comme l'a rappelé le journaliste, l'année passée, c'était quand même 350 milliards de francs CFA d'échange. Et c'était 20% de plus que l'année précédente. Donc, c'est-à-dire que ces deux pays... Mais c'est-à-dire, malgré les sanctions, suite au coup d'État, parce que beaucoup aussi ont dit que le Burkina était un peu plus épargné que d'autres pays, malgré ces sanctions, les relations économiques étaient toujours au bon fixe. Oui, parce que vous savez qu'il y a plusieurs canaux, hein, les relations commerciales surtout. Comme vous savez, les relations, notamment les échanges commerciaux transfrontaliers sont généralement des échanges très informels qui échappent parfois, que ce soit aux sanctions ou même au mode formel d'organisation du commerce. Donc, il y a ce qui n'a pas changé grand-chose par rapport donc, au volume des échanges. C'est également le fait qu'il y avait quand même, les sanctions n'ont touché qu'un certain nombre de produits. Mais les autres produits courants, les produits alimentaires, les produits de santé pouvaient tout à fait de façon transparente être échangés. Alors un autre volet, peut-être plus politique celui-ci, depuis l'insurrection de 2014 et la chute de Blaise Compaoré, l'ex-chef de l'État réside donc en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et dans le cadre de la réconciliation nationale entreprise par le président Damiba, Blaise Compaoré était au Faso cet été, et on croit comprendre que la Côte d'Ivoire était impliquée. Est-ce que ce sujet sera abordé selon vous, le cas Compaoré? Je crois. Parce que tous ceux qui ont travaillé ces 30 dernières années et qui sont arrivés au pouvoir au Burkina pour ou contre Blaise Compaoré ont été plus ou moins ses collaborateurs. Ça, c'est donc un élément qu'il faut marquer. Et j'ai même apprécié cette initiative que le président actuel du Burkina Faso a eue en voulant regrouper tous les anciens chefs d'État pour parler, n'est-ce pas, de l'avenir de leur pays. Malheureusement, cela n'a pas donné les fruits qu'il fallait, parce que d'autres ont vu là encore une manière ou bien une occasion de faire la politique, etc. Vous savez, nos dirigeants africains pensent que les États qu'ils dirigent leur appartiennent. Non, l'État n'appartient pas à ceux qui les dirigent. L'État, c'est une continuité. Donc, il faut capitaliser sur ce qu'a fait celui qui était là avant vous pour pouvoir mieux faire et pour pouvoir approfondir. Parce que cette situation d'insécurité au Burkina est venue après la chute de Blaise Compaoré quand même. Il faut le dire. Donc pourquoi ne pas l'associer, n'est-ce pas, à la recherche de solutions? Moi, je partais à Téhéran et j'ai rencontré à Istanbul l'ancien ministre des Affaires étrangères, Claude Bassolé, qui devait aller en Algérie pour faire une explication de texte sur l'accord d'Alger, n'est-ce pas, dans le cas du Mali. Et quand il arrive à Istanbul, il se rend compte que son visa a été annulé. Il ne pouvait plus donc continuer son voyage à Alger, il devait retourner sur Paris, mais c'est quand même absurde. C'est quand même eux qui ont négocié ces accords, donc ils peuvent toujours aider à... Voilà. On va rester sur le cas Compaoré. Vous pensez que peut-être Damiba et Compaoré vont se rencontrer sur le sol ivoirien dans le cadre de cette courte visite? Bon, c'est pas très sûr, je ne suis pas dans les secrets. Donc, des rencontres qu'il y aura exactement, que ce soit des rencontres médiatisées ou pas, parce que ces choses-là aussi, il y a parfois le côté médiatique et puis d'autres arcanes que nous ne maîtrisons pas ici, mais qui puissent avoir des liens, des rapports, même pas forcément des rencontres. Dans tous les cas de figure, je pense que le sujet sera très probablement abordé parce que c'est une dimension essentielle du programme d'Amiba à la tête du Burkina, c'était de parvenir à une vraie réconciliation. C'est un projet qui lui tient à cœur. Il a amorcé déjà il
il y a quelques mois avec donc cette rencontre très brève à Ouaga avec les autres anciens chefs d'État du Burkina, même si c'est une partie oui. à l'appel. Donc il a amorcé et je pense que tout ce qu'il peut faire pour approfondir, parce qu'il est bien conscient également que tant que certaines parties sont marginalisées ou ostracisées, eh bien, il sera très très difficile d'aboutir à la réconciliation dont le Burkina a besoin aujourd'hui pour faire front à l'ennemi commun. Toujours sur le plan politique, Rocama Christian Kaboré, on sait qu'il était dans sa maison, mais que maintenant il peut, je crois, comprendre vaquer à ses occupations, ou en tout cas il n'est plus emprisonné chez lui. Là aussi, vous pensez qu'on va aborder son cas, ou ça ne regarde pas du tout la Côte d'Ivoire? Non, je pense que la Côte d'Ivoire a quand même toujours été un élément stabilisateur. Ici, vous vous souvenez simplement du rôle que Houphouët-Boigny jouait, n'est-ce pas, pour faire revenir la paix dans les endroits où cette paix n'était pas. Donc je pense qu'avec la crise que nous avons traversée pendant 10-15 ans, la Côte d'Ivoire avait un peu perdu de ce rôle-là. Mais je pense que maintenant, nous sommes en capacité, n'est-ce pas, de remplir ce rôle de stabilisateur. Et ça serait très intéressant que le président Ouattara puisse donc utiliser son charisme pour s'investir, n'est-ce pas, dans des crises ou des conflits dans des pays voisins afin de ramener la paix et le calme. Voilà. Alors, je voudrais qu'on aborde une question. Vous voulez répondre à cette question? Ouais. Je voudrais qu'on aborde une question peut-être plus sémantique, voire protocolaire. Depuis la survenue des coups d'État, à la fois au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry, on a abordé ces questions avant, pendant et après ces coups d'État. Et à ce moment-là, on a toujours employé un qualificatif précis pour toutes ces autorités. On parlait de junte, de putschistes. Et ces derniers temps, on parle de président de la République, de chef d'État. Est-ce qu'on va vers une normalisation de leur statut? Bon, c'est une normalisation entre guillemets, mais en tout cas, c'est la réelle politique. C'est-à-dire que si vous ne négociez pas, si vous n'êtes pas en pourparlers avec Damiba à Ouaga ou avec Goïta au Mali, quel sera votre interlocuteur pour parler avec ces pays? C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré les sanctions, malgré le fait qu'ils sont des auteurs de coups d'État et que ces coups d'État anticonstitutionnels sont totalement prohibés dans l'espace CEDEAO, malgré cela, ils sont aux affaires et à la décharge du semblant de normalisation actuelle, il y a le fait que la CEDEAO elle-même les reconnaît donc comme étant là, même si c'est à titre provisoire, d'autant plus qu'ils se sont engagés dans un processus de transition et de restitution par la suite du pouvoir aux civils. Donc c'est un peu la porte de sortie, la bouée qui permet donc de normaliser plus ou moins les situations, mais je pense que ce sont des situations à court terme. Ouais. Moi, je pense que les coups d'État auxquels nous assistons, ou bien auxquels nous avons assisté, ont cela de particulier que ce sont des coups d'État qui ont été commandés par la population. Que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, un peu moins vrai en Guinée, mais c'est le peuple qui, d'une manière ou d'une autre, pousse les militaires à passer à l'action. Une partie du peuple. Oui, une partie du peuple. Mais après, quand on voit toute la joie, etc., donc, ils sont légitimés par ce peuple-là. Et il y a également un autre élément peut-être qui ne vous échappe pas, c'est qu'avant, on s'asseyait, quand on se réveille, on voit la télévision, voilà, il y a un militaire qui a pris le pouvoir, mais ceux qui prennent le pouvoir maintenant obligent les présidents qui étaient en fonction à démissionner. Et ça, c'est un élément également important, ce qui leur donne toute cette latitude de se faire oint par les conseils constitutionnels. En fait, vous êtes en train de nous dire que finalement, si leur pouvoir n'était pas légitime, même si une partie du peuple était pour, là, on légalise à travers la démission du chef de l'État précédent? En quelque sorte. C'est du formalisme juridique, en fait. En quelque sorte. Ça a été fait au Mali. Vous voyez, le coup d'État a eu le 18 août. On a fait les tractations. Ibeka a démissionné le 20. Ça a été fait en Guinée, également au Burkina. Il ne voulait pas démissionner. Voilà. Sous la contrainte. Oui, voilà, c'est une démission. Des démissions sous la contrainte. Donc je pense que dans tous les cas de figure, ce qu'il faut retenir, c'est que le coup d'État, ce n'est pas un mode naturel, ce n'est pas un mode légitime admis d'accession aux responsabilités d'État.
Et ça, c'est clairement dit, que ce soit dans l'espace CEDEAO ou dans tout l'espace régional et même mondial. Dans le monde, oui. Dans le monde. Donc, c'est un mode d'accession au pouvoir qui n'est pas du tout ni légal ni légitime. Même si aujourd'hui, on trouve qu'il y a une partie du peuple qui est... De toute façon, on ne peut jamais dire tout le peuple. Il y a des images des gens dans la joie, mais personne ne sait s'il y a des gens qui ne sont pas dans la joie également. Ils ne sont pas filmés, ou bien ils sont filmés, ça ne passe nulle part. Donc, il faut être assez si on peut, sur ce dossier. Le coup d'État, c'est quelque chose qu'il faut totalement rejeter parce que c'est antidémocratique. Maintenant, comment tel coup d'État, est-ce qu'on peut le comprendre, comment on l'interprète, ça c'est autre chose. Mais sur le fondement même juridique, eh bien, qu'ils obligent les chefs d'État à démissionner ou que le chef d'État qui a été écarté déjà se sente obligé de démissionner pour qu'on n'attende pas à sa vie, ça ne peut pas être un élément qui nous fonde, un élément juridique qui nous fonde à accepter le coup d'État. Mais si maintenant il y a des visites d'État, enfin en tout cas, même si c'est de travail et d'amitié, des visites officielles, bon, c'est qu'encore une fois, c'est une normalisation de la situation. Oui, mais ça, c'est la réelle politique. Nous nous trouvons dans une situation sécuritaire explosive. Et je pense que, comme on le dit, quand la maison brûle, on ne discute pas les meubles. On essaie d'abord d'éteindre le feu et après on voit à qui appartient cela. Je pense que c'est dans cette logique-là que la CEDEAO et les autres présidents sont obligés de composer avec ces putschistes. Donc on doit s'attendre à peut-être des visites officielles des présidents guinéens et, oui, je pense, et maliens. Je pense que très probablement je ne sais pas si vous parlez du lieutenant-colonel Damiba, certainement qu'après le Mali, la Côte d'Ivoire, il y aura peut-être pas forcément dans le cadre de cette visite-ci, mais il sera certainement amené à aller au Niger voisin et dans les autres pays également du voisinage immédiat, le Bénin, le Togo, où il y a également des foyers. Il y a des foyers d'insurrection terroriste qui se développent également de ce côté-là, donc, et qui notamment font que les échanges commerciaux ne sont plus assez fluides, comme par le passé avec les ports de Lomé ou les ports de Cotonou. Donc je pense qu'il fera certainement le tour dans cette région-là pour essayer, encore une fois, de créer les conditions favorables à son programme qui est celui justement de restaurer l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national burkinabé. Ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci infiniment pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur RTI.